Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car pour ça va. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Demon Slayer. Oui, car la saison 3 vient juste de débuter. Nous passons de l'arc du quartier des plaisirs à l'arc du village des forgerons, là où nous rencontrons toutes les lunes démoniaques supérieures et l'histoire avance encore d'un cran vers son apogée juste épique. Nous allons parler du saut de temps qui se produit entre l'arc du quartier des plaisirs et l'arc du village des forgerons. Nous allons aussi parler de ce qui se passera ensuite et aussi de tout ce que vous devez savoir concernant cette saison 3 de Demon Slayer. Alors, avant d'aller plus loin sur la vidéo, vous connaissez la chanson. Si vous kiffez le contenu de la chaîne, laissez votre plus gros pouce bleu et partagez la vidéo. Abonnez-vous car nous ne serons jamais assez nombreux pour parler de Demon Slayer. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et merci à ceux qui s'abonneront bien évidemment. Laissez un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. Et enfin, il y a mes différents réseaux en description. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés là-bas aussi. Sur ce, bonne vidéo. Alors cette vidéo contiendra des spoils du manga Demon Slayer, mais bon, je ne vous gâcherai pas la fin de cet arc, mais je parlerai de la configuration et des informations de base concernant cet arc, ce qui veut dire que certaines choses concernant cette saison 3 seront révélées au cours de la vidéo, surtout le long de l'épisode 1. Donc vous êtes prévenus. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le premier épisode de la saison 3 de Demon Slayer, allez en description. Je vous ai mis le lien concernant un site de streaming totalement gratuit, là où vous pourrez télécharger, regarder et autres les épisodes de cette saison 3 de Demon Slayer qui est juste dingue. Mais commençons ces explications. Alors la saison 2 de Demon Slayer s'est terminée avec nos héros battant la 6e lune démoniaque supérieure d'Aki, ou de son vrai nom Ume, et son frère Gyutaro. Après cela, nous avons vu la lune supérieure numéro 3 Akaza au château de l'infini de Muzan. Il a directement su la raison de cette réunion car la lune supérieure numéro 6 a été tuée par les profondeurs de démons. Et donc Muzan, après la mort d'une lune, doit rencontrer toutes les autres lunes dont Akaza pour décider de leur avenir. Comme nous l'avons vu avec les lunes inférieures, bien évidemment qu'il a tout bonnement annihilé à l'exception d'une seule après la mort de Rui, la lune inférieure numéro 6. Mais en fait, qu'est-ce que le château de l'infini? C'est essentiellement la base secrète cachée de Muzan. Il est situé à l'intérieur d'une dimension différente, un peu comme une dimension étrange qui est séparée du reste du monde. Cette dimension étrange est conçue pour ressembler à un château traditionnel japonais massif, mais ce n'est pas un château ordinaire car les lois traditionnelles de la physique et de la gravité ne s'appliquent pas là-dessus. C'est un peu comme être à l'intérieur d'une peinture surréaliste d'un château japonais où le haut est en bas et le sol est situé au plafond. Le château de l'infini a été créé par le pouvoir sanguinaire du démon Nakime Biwa. Si je ne dis pas de conneries, c'est ça son nom. Nakime Biwa est assise au centre de cette structure massive et manipule le château en jouant avec son biwa. Elle peut changer ou déplacer les positions des pièces, des murs, des démons et même des profondeurs à l'intérieur du château. Elle peut même armer le château contre ses ennemis en transformant les parties de celui-ci en armes qu'elle peut ensuite utiliser pour les attaquer. Le château de l'infini est un endroit top secret qui est normalement utilisé par Nakime ou Muzan. Il n'est que rarement visité par les lunes démoniaques supérieures ou lunes simples lorsque Muzan décide de tous les convoquer. Après la mort de la 6e lune supérieure, la première lune supérieure à être tuée en 113 ans d'existence, Muzan décide qu'il doit convoquer les lunes supérieures afin de discuter de cette nouvelle troublante et pour proposer un nouveau plan pour pouvoir exterminer l'armée des profondeurs de démons. Alors Akaza est la première lune à arriver à l'intérieur du château de l'infini, si je ne dis pas de conneries, ou bien il y avait d'abord Kokushibo, nous allons parler. Le premier démon qu'il aperçoit est Nakime elle-même. Elle n'est pas encore une lune démoniaque à ce stade de l'histoire, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est elle qui a créé et contrôle le château de l'infini. Alors Akaza tombe ensuite sur un vase en porcelaine avec des fleurs peintes dessus, mais ce n'est pas un vase ordinaire. Il parle à Akaza, puis soudain une créature ressemblant à du djinn émerge du vase et cette créature se révèle être la lune supérieure numéro 5, Gyoko. Gyoko est une créature grotesque avec deux bouches se trouvant là où ses yeux devraient être et un œil sur sa bouche et sur son front. Il possède de minuscules petits bras qui sortent par hasard sur son corps. Il y a encore beaucoup à dire concernant ce démon extrêmement effrayant, mais bon, il y aura peut-être prochainement une vidéo entière lui concernant sur la chaîne.
Donc pour être directement informé de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous définitivement à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Alors après Gyoko, Akaza rencontre un petit démon qui ressemble à un petit vieil homme qui semble au premier abord nerveux et lâche. Ce démon se révèle être la 4e lune supérieure. Ce démon aussi est extrêmement intéressant, donc prochainement il y aura une vidéo lui concernant. Alors nous rencontrons ensuite Doma qui est peut-être le démon le plus intéressant d'entre tous, donc il y aura aussi une vidéo lui concernant prochainement. Après Akaza se rend compte que la première lune était là depuis le début. Alors les lunes supérieures se saluent tous, bien qu'Akaza ne les salue pas en retour car il ne les aime pas toutes et déteste en particulier Doma. Lorsque Doma place avec désinvolture son bras sur l'épaule d'Akaza, Akaza frappe Doma sur la mâchoire sans hésiter. On nous le présente ensuite comme étant la 2e lune démoniaque supérieure. Peu de temps après, nous avons l'arrivée de Muzan lui-même. Muzan annonce que la lune supérieure numéro 6 est morte, ce qui signifie que les rangs des lunes supérieures sont maintenant incomplets. Muzan croit que Gyutaro a perdu parce que Daki était un obstacle pour lui, mais ce dernier a bêtement continué à s'accrocher à elle au lieu de se battre pour lui-même. Muzan dit que ces derniers échouent dans l'ordre de qui a le plus de parties humaines restantes. Il les appelle sans valeur car ils ont échoué pour l'éradication des profondeurs de démons et de la famille Ubuyashiki. Ils n'ont pas non plus réussi à trouver le légendaire Licori bleu, si je ne dis pas de conneries, c'est ça le nom du truc en question. Malgré toutes leurs recherches pendant des centaines d'années, Muzan dit qu'il ne sait même pas pourquoi les lunes supérieures existent toujours. Et les démons expriment immédiatement le regret de leurs échecs et demandent pardon à Muzan. Muzan déteste le changement car le changement est synonyme de mortalité et ce changement dans le classement des lunes supérieures le dérange profondément car il aime ce qui est permanent et immuable. Il veut trouver un moyen d'atteindre un état d'immortalité parfaite et immuable, mais sa vie sera toujours en danger jusqu'à ce qu'il détruise tous les profondeurs de démons, le clan Ubuyashiki et conquis enfin le soleil. Gyoko déclare qu'il a des informations importantes qui aideront à la cause de Muzan. Muzan lui ordonne d'aller à cet endroit avec Antengu. Je sais bien que j'ai mal prononcé le nom mais je m'en bats les excuse-moi, afin de confirmer si l'info qu'il a est correcte ou non. Puis il s'en va. Nous avons Doma essayant de convaincre Gyoko de venir avec eux aussi, mais il est de nouveau attaqué par Akaza pour avoir tenté de remettre en question les directives de Maître Muzan. Mais ensuite, le bras gauche d'Akaza est coupé en un éclair par Kokushibo. Même si Doma ne se soucie pas des attaques d'Akaza, la lune supérieure numéro 1 craint qu'Akaza n'aille trop loin, car des attaques flagrantes contre un démon de rang supérieur pourraient créer des fissures dans la hiérarchie des lunes supérieures. Kokushibo dit à Akaza que s'il n'aime pas le classement actuel, il peut demander un combat sanguinaire afin de remplacer Doma ou lui-même en les tuant. Sinon, il doit respecter la hiérarchie. Doma dit que tout cela est amusant car Akaza n'a aucune chance de vaincre les deux démons. Mais Akaza jure à Kokushibo qu'il va définitivement lui vaincre. La lune supérieure numéro 1 encourage Akaza à essayer de le faire, puis il s'en va. Gyoko et Antengu sont alors envoyés en mission secrète et les autres lunes démoniaques supérieures sont envoyées à leur occupation par Nakime. Cette brève rencontre des lunes supérieures et Muzan est incroyablement précieuse en termes de perspicacité qu'elle nous donne sur les lunes supérieures restantes, y compris leur personnalité et le type de relation qu'elles entretiennent entre elles et avec Muzan bien évidemment. Akaza n'aime clairement aucune des lunes démoniaques supérieures, en particulier Doma, et son objectif est clairement de tuer le plus puissant d'entre elles, Kokushibo Tsugikuni, pour qu'il puisse devenir le plus fort des lunes supérieures. Et il ne se soucie pas des règles ou de la hiérarchie, il veut juste être le numéro 1. Kokushibo Tsugikuni, le numéro 1 actuel, est tout le contraire de lui, car il se soucie profondément de l'ordre et de la hiérarchie, voulant bien évidemment la maintenir. Doma est juste un sociopathe absolu qui prétend que les autres lunes sont ses amis, mais en réalité il ne se soucie pas du tout d'eux. Il adore les taquiner et se moquer d'eux, surtout d'Akaza. Gyoko est impatient de plaire à Muzan, voulant à tout prix lui prouver son utilité et sa loyauté. Antengu se présente comme un vieil homme faible et nerveux, mais c'est bien évidemment une façade. Nakime est calme et obéit consciencieusement aux instructions de Muzan, mais elle est aussi assez intelligente pour se rendre compte de rester aussi loin de Doma que possible. Cette scène nous montre
aussi un aperçu de l'état d'esprit de Muzan. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Muzan est obsédé par la mortalité et s'assure que lui et le système démoniaque qu'il a établi restent permanents et éternels. D'une part, il est à la fois maîtrisé et confiant de lui-même. C'est un égocentrique, il pense qu'il est le meilleur et le plus fort d'entre tous. Mais d'un autre côté, il est terrifié par le changement et la mort. Cette peur motive la plupart de ses actions. Afin de vraiment comprendre le caractère de Muzan, vous devez comprendre cette contradiction intérieure dont il s'occupe constamment. Après avoir parlé de cette réunion des lunes supérieures qui m'a semblé grandement intéressant, parlons maintenant du rêve de Tanjiro. Parce que ce rêve, ou devrais-je dire cette mémoire ancestrale, est essentiel pour comprendre la saison 3 et le reste de la série. Dans ce rêve, nous voyons une figure tenant un bébé, alors que du thé et des gâteaux de riz sont servis à ce dernier. Cette figure ressemble beaucoup à Kokushibo Tsugikuni, la première lune démoniaque supérieure, de dos bien évidemment. Mais c'est en fait la figure que Daki a vue via les cellules de Muzan lorsqu'elle combattait Tanjiro. Elle l'a vue parce que pendant ce combat, le propre ADN de Muzan s'est rappelé à travers l'aura que dégageait Tanjiro à ce moment précis, à l'homme qu'il craint le plus au monde, l'utilisateur du souffle originel, le profondeur maîtrisant le souffle du soleil, Yoriichi Tsugikuni. La scène pendant laquelle Yoriichi tient le bébé se déroule il y a environ 500 ans pendant la période Sengoku de l'histoire japonaise. Mais si cette scène se déroule il y a 500 ans, alors pourquoi l'homme qui parle à Yoriichi et qui lui sert du thé ressemble presque exactement à Tanjiro? Et bah, c'est juste parce que c'est une version légèrement plus ancienne de Tanjiro. C'est aussi parce que cet homme s'appelle Sumiyoshi. Il est aussi l'ancêtre direct de Tanjiro Kamado. Nous ne savons pas si le nom de famille de Sumiyoshi était également Kamado. Aussi, le nom de famille a changé au fil des siècles. Sumiyoshi dit à Yoriichi que lui, sa femme et ses enfants lui doivent la vie. Donc, vraisemblablement, Yoriichi lui a sauvé d'une attaque de démons. Mais à ce moment, Yoriichi était extrêmement déprimé et il dit à Sumiyoshi qu'il est un homme sans valeur, qui a été incapable d'accomplir la chose qu'il aurait dû faire dans cette vie. Sumiyoshi refuse d'accepter ce genre de discours de la part de Yoriichi. Et après que Yoriichi lui ait montré les mouvements du souffle du soleil, le souffle originel, il jura que même s'il n'est qu'un simple vendeur de charbon, il parlera à ses enfants et petits-enfants de Yoriichi et de son grand tact. Sumiyoshi finira par enseigner à ses enfants la danse du dieu du feu. Ils l'enseigneront à leurs enfants ainsi de suite jusqu'à ce que cette danse soit transmise à Tanjiro. Et en fait, quelle est cette danse du dieu du feu? Et bah, c'est nul et autre que le souffle originel, le souffle du soleil possédé par Yoriichi Tsugikuni. Tanjiro se réveille alors sur un lit d'hôpital après la bataille contre Gyutaro et Daki. Tanjiro avait été inconscient pendant 2 mois. Donc 2 mois se sont déjà écoulés depuis les derniers événements de la saison 2 de Demon Slayer. Lorsque Tanjiro s'est réveillé, Kanao était là pour lui saluer. Elle sourit et dit qu'elle est contente que Tanjiro soit enfin réveillé. Au moment où Tanjiro se réveille, Zenitsu est déjà parti pour une autre mission, bien qu'il soit parti à contre-cœur car il n'est pas un grand fan du danger. Uju Tengen a bien sûr été blessé pendant le combat, mais il est vivant et vit paisiblement car il est pris en charge par ses 3 épouses ninja hyper chaudes. Donc je vous dis clairement que je suis sûr que ce dernier passera une très belle vie. Alors pour Inosuke, son état était extrêmement grave pendant un certain temps parce que le poison avait pénétré profondément dans son corps, mais il a réussi à récupérer car il a une tolérance anormalement forte pour le poison. En fait, le poison ne fonctionne pas du tout sur lui comparé à une personne normale, bien que la médecine non plus. C'est donc un peu comme un compromis qui a déclaré qu'Inosuke a réussi à se rétablir complètement et qu'il s'est réveillé une semaine avant Tanjiro. Il est maintenant déjà opérationnel, sautant et s'accrochant au plafond et tous les trucs habituels d'Inosuke. Une semaine après que Tanjiro récupère suffisamment pour se remettre sur pied, Inosuke est également envoyé en mission tout comme Zenitsu. Pendant ce temps, ce dernier subit une physiothérapie extrêmement douloureuse. Tanjiro demande si un nouveau katana lui a été livré pendant qu'il dormait, car nous savons bien que son épée a été endommagée pendant la bataille contre la lune supérieure numéro 6. Malheureusement pour Tanjiro, son forgeron
Aganezuka s'est fâché que Tanjiro ait à nouveau endommagé son épée et a refusé d'en envoyer un nouveau. À la place, il a envoyé un tas de lettres de colère maudissant Tanjiro pour ses mauvais traitements aux épées. Et donc ce dernier se retrouve donc sans katana. En état de marche, Tanjiro doit visiter le village des forgerons pour pouvoir se procurer un nouveau katana. Mais le village des forgerons n'est pas un village ordinaire. Son emplacement est carrément bien gardé. Presque personne ne connaît exactement là où se trouve ce village, même dans le cercle des profondeurs eux-mêmes. Lorsque Tanjiro fait le voyage vers le village des forgerons, il est escorté par un Kakushi masqué ou par un assistant. Il a les yeux bandés pour qu'il ne puisse pas voir où il va. Ses oreilles sont bouchées pour qu'il ne puisse pas entendre ce qui l'entoure, et même son nez est bouché parce qu'il a un nez sensible qui pourrait éventuellement lui donner des indices sur l'endroit où ils vont. Il est porté sur le dos par un Kakushi, mais seulement une équipe de relais de Kakushi divise la route vers le village des forgerons. Et seul le dernier Kakushi sait réellement où se trouve le village des forgerons. Les Kakushi sont guidés par les corbeaux, mais les corbeaux et les Kakushi sont souvent changés, et même les racines par lesquelles ils atteignent le village sont également changées régulièrement. Le noyau des profondeurs de démons se donne tout ce mal pour garder le village des forgerons caché, car c'est un élément grandement important de leur organisation globale. Ils doivent donc empêcher Muzan et ses démons de le trouver. Lorsque Tanjiro arrive au village des forgerons, il apprend très vite que le pilier de l'amour, Mitsuri Kanjori, si je ne dis pas de conneries, et le pilier de la brume, Muishiro Tokito, sont également là, tout comme Genya Shinazugawa, le frère cadet de Sanemi Shinazugawa, le pilier du vent. Puisque Tanjiro n'a pas encore complètement récupéré, il espère pouvoir récupérer ses forces à l'intérieur du village, en profitant bien évidemment des sources chaudes du village, en attendant que son nouveau katana soit terminé. Mais malheureusement pour Tanjiro et tous les autres profondeurs et aussi les forgerons d'épée du village des forgerons présents, souvenez-vous de cette information que Gyoko a dit qu'il avait à Muzan. Ouais, c'était en fait l'emplacement secret du village des forgerons. Cela signifie donc que deux des lunes supérieures, Gyoko et Antango, sont sur le point d'envahir le village des forgerons. Voilà donc ce qui s'est passé entre le saut de temps de l'arc du quartier des plaisirs et le grand début de l'arc du village des forgerons, et aussi le résumé complet du premier épisode de cette saison 3. Mais je vous rappelle juste, pour ceux qui veulent mater l'épisode, que le lien vers le site de streaming gratuit se trouve en description. Donc n'hésitez pas à aller mater l'épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Alors en fait, quelle est la configuration du conflit principal de cette saison? Et 2 mois se sont écoulés entre les deux arcs. La plupart du temps, Tanjiro était inconscient. Inosuke et Zenitsu sont actuellement absents en raison d'autres missions. Donc ils ne seront pas présents dans cet arc. Mais Tanjiro et Nezuko ne manqueront pas à l'appel, tout comme Mitsuri, Muishiro et Genya, et aussi bien évidemment 2 des 6 lunes supérieures. Cet arc va juste être épique, tragique et bien plus encore. Alors, je vous conseille vivement de ne pas le manquer, car ce sera juste dingue avec l'animation que nous avons eue avec le premier épisode. J'ai juste kiffé, je vous dis clairement. C'est sur cette épopée que se conclut cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer concernant les prochaines vidéos de la chaîne, car il y a beaucoup plus à venir. Je vous ferai peut-être, et je dis peut-être, probablement une vidéo concernant 101 faits sur Demon Slayer, qui vous permettra de tester vos connaissances sur l'ère des démons et vous familiariser avec tous les faits au fur et à mesure que vous entrez dans la saison 3 de l'anime. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez rapidement un like tout de suite pour m'aider avec l'algo YouTube. Comme toujours, merci beaucoup les bros d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine et surtout, bonne continuation.